BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, c'est plutôt en fait un face-à-face que je vous propose. Vous savez, il y avait tout à l'heure la remise du rapport du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, au Premier ministre François Bayrou sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut maintenir cette réforme? Est-ce que finalement le déficit est aussi épouvantable que prévu? On va en parler en fait dans un face-à-face qui va opposer par ordre alphabétique, je ne veux pas avoir de problème, François Omril qui est président de la CFE-CGC. Bonsoir François Omril. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci d'être là, et face à vous Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien patron du MEDEF. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Beaucoup de questions, j'imagine. Vous avez été sur place, François Omril. Vous nous direz si vous êtes un peu rasséréné ce soir en disant sur la vérité des chiffres. En fait, il n'y avait pas de déficit caché. Et puis surtout après on essaiera de se projeter en disant finalement est-ce qu'il y a un compromis possible, parce que tout ça c'est dans le cadre d'un conclave pour savoir qu'est-ce qui peut en déboucher, quelle fumée blanche peut en sortir. Comment était l'ambiance, François Omril? Est-ce que vous étiez très remonté sur les marches de Matignon? Alors, je vous remercie de me rappeler ça. Non, je n'étais pas remonté contre le premier président de la Cour des comptes. Au contraire, moi, je considère qu'il a bien parlé et notamment, il a bien dit les choses. C'est d'ailleurs désormais écrit dans le rapport. C'est-à-dire qu'il a mis à distance, il a refermé le piège qu'avait ouvert devant nous le Premier ministre François Bayrou. Son piège, vous l'avez évoqué, c'est le fameux déficit caché, qui est une invention, qui est un objet politique finalement, et qui vise à faire payer une partie de la retraite des fonctionnaires par les salariés du privé à la place de l'État. Je la fais simple, mais concrètement, c'est exactement ça. Donc Pierre Moscovici a dit, au nom de la mission qu'on lui a confiée, non, ça n'est pas le même sujet. Il y a une problématique financement des pensions des fonctionnaires. Il l'a dit, c'est vrai. Il y a pour le coup des questions d'équilibre et de ressources, mais il y a une problématique retraite des régimes par répartition, et c'est de celle-là que je vous invite à parler dans les mois qui viennent pour le coup. Et surtout, il dit en fait qu'il y a une telle divergence en fait entre le système de retraite des fonctionnaires que c'est avec le système du privé que c'est très difficile de les mettre dans un même paquet. Donc ça, de ce point de vue-là, je vous donne le point. Geoffroy Roux de Bézieux, vous en avez déduit quoi de ce rapport? Est-ce que vous trouvez que ça y est, on a la vérité des chiffres? Est-ce que vous pensez qu'au moins on peut se mettre d'accord dorénavant sur le chiffrage du déficit ou pas du système de retraite par répartition française? Plutôt oui, mais il n'y a pas de surprise dans ce rapport. 200% d'accord avec ce qu'a dit François Omril sur il y a deux déficits. Il y en a un qui est celui du privé et puis il y a celui du public. C'est deux sujets différents et surtout pas de tuyauterie entre les deux. Ça, je crois qu'il y a une position des partenaires sociaux qui est unanime. Après, qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que la réforme de 2023 n'est pas allée assez loin, puisqu'il y a toujours un déficit. Elle a permis de le réduire, qu'on est à moins 6 milliards, qu'on va aller jusqu'à moins 15, puis moins 30, ça dépend des dates qu'on prend, en 2045, et qu'après, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est l'âge légal, il y en a une autre qui est les annuités, il y en a une troisième qui est les cotisations, une quatrième qui est de désindexer les pensions. Oui, du reste, il étudie bien les différents leviers et l'impact que ça a sur l'équilibre financier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs que c'est un peu un coup de 6 milliards, 6-7 milliards à chaque fois. C'est-à-dire que si on revient à 63 ans, ça coûte 6-7 milliards par an dès la mise en place. Si au contraire on augmente les annuités, qui sont déjà à 43 annuités, et qui toucheront d'ailleurs les cadres, si on le fait, on gagne 6 milliards, etc., etc. Non, la seule chose qu'il a corrigée par rapport au corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, c'est des hypothèses plus réalistes sur le chômage et la productivité. On mettait des hypothèses de 1% de productivité qui n'étaient pas crédibles. Donc oui, je pense qu'on a la vérité prise. Par contre, chacun le sait, mais François va s'exprimer, les solutions, on n'a pas les mêmes solutions. Oui, alors on ne va pas tout de suite aller dans les solutions, parce que là, effectivement, non, mais on sait qu'évidemment, c'est sans doute le point. Juste, donc il a confirmé, dans ce rapport, il est confirmé que la France consacre 14% de son PIB aux dépenses de retraite, 388,44 milliards d'euros, ça c'est les dépenses de retraite, dont 2 tiers sont payés par les cotisations sociales. Donc ça c'est un point important, parce que parmi les leviers, évidemment, il y a la hausse des cotisations sociales. Or, c'est sans doute un peu trop élevé. Enfin, François Omril, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus.
sur les projections elles-mêmes, est-ce que vous reconnaissez qu'on va quand même dans le mur ou pas, François Omril? Non, pas du tout. Pas en 2023, hein, mais ensuite. Alors, en 2023, Geoffroy n'a pas, comme nous tous, puisqu'il ne participait pas à la réunion, il n'a pas lu le rapport cette nuit. Mais nous, on l'a quand même encore. Et moi, je l'ai devant moi, si vous voulez. J'ai encore bien en tête. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Pierre Moscovici, presque, il s'excusait de devoir nous dire qu'en 2023, le régime était excédentaire, pour ce qui concerne les régimes. 8,5 milliards. Alors, il explique aussi pourquoi. Il faut aller au bout de la démonstration, François Omril. Et notamment, il est excédentaire parce qu'il faut porter au crédit de cet excédent le résultat de l'Agirc Arrco. Oui. Et l'Agirc Arrco, comme par hasard, c'est géré par les partenaires sociaux. Ouais. Donc ça, c'est pas mal quand même de reconnaître ça. Et l'autre 4 milliards, c'est quoi? L'inflation. Alors, il y a la question de l'inflation. Il dit 4 milliards pour l'inflation parce que ça a joué en fait sur les recettes. Ça a joué par mais ça sera l'inverse en 2024. Vous êtes d'accord? Mais au passage, ça a joué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un effet de décalage puisque ça a un impact sur l'évolution des salaires qui, au passage, n'ont pas suivi l'inflation. Il y a quand même eu, malgré tout, ces 2 dernières années, 2 années de forte inflation, une perte globale de pouvoir d'achat. Et si on prend sur les grandes tendances, moi je vais vous dire, parce qu'on va rentrer dans le vif du débat, il faut savoir que si on restaurait, en termes de partage de la valeur, un niveau de rémunération correct en termes de part dans le PIB tel qu'il était dans les années 70, 80, 90, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème de financement, on n'en parlerait même pas. Il n'y aurait peut-être même pas de financement de la partie maladie. C'est-à-dire parce que tout simplement, comme la retraite, ce sont des cotisations qui en grande partie le financent. Et moi, je viens vous dire que c'est une bonne chose. Il faut que, s'agissant des systèmes dits contributifs, il faut que ce soit les salaires qui financent ces systèmes-là. Non, mais la question, c'est pas les salaires, c'est que les salaires. Vous voyez, c'est de dire, est-ce que c'est normal que toutes ces dépenses sociales ne dépendent que du salaire et du privé? Moi, ça ne me dérange pas. On ne va parler que du privé. Ouais. Ça ne me dérange absolument pas que ce soit les salaires, pour le coup, qui, à travers les cotisations qui sont sur les salaires, financent les retraites. Nous, c'est ce qu'on fait sur l'Agirc Arrco. C'est l'intégralité des cotisations sur les salaires qui sont les ressources en totalité du régime Agirc Arrco, qui par ailleurs est excédentaire, qui par ailleurs a 80 milliards de réserves, qui par ailleurs a des projections positives à 15 ans. Et d'ailleurs, l'État le sait bien, puisqu'il veut nous les siphonner, les réserves. Est-ce que sur ce point-là, vous êtes d'accord, Geoffroy Roux de Bézieux? On sait bien que c'est un des grands débats, c'est de savoir est-ce que toute la dépense sociale, notamment la maladie, mais les retraites doivent être financées que sur les salaires. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut détruire le système par répartition. Simplement, la constatation, elle est juste démographique. On avait 4 salariés pour un retraité ou 4 actifs pour un retraité, quand on a créé le système par répartition en 45, on est à un 8 et on va tendanciellement vers un 5, pour des raisons strictement démographiques. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on ait soit un taux de chômage à 3% ou un taux d'emploi à 80%, qu'on ait beaucoup plus de gens qui travaillent pour redresser ce nombre d'actifs. Notamment. Et par ailleurs, il faut que les gens travaillent plus longtemps. Parce que sinon, effectivement, la seule solution, c'est mathématique, c'est l'augmentation des cotisations. Et là, il y aura un désaccord entre nous, parce que nous pensons qu'on est au taquet et que le coût du travail devient un enjeu, y compris le travail qualifié, de compétitivité. Quand on voit ce que font les Américains, qui nous lancent une guerre, ils sont en train de nous vassaliser. On a besoin d'économies, d'entreprises qui soient compétitives, qui fassent des profits, qui investissent en R&D. Et une hausse de questions qui, au passage, la hausse des cotisations que poussent certains syndicats, je ne sais pas ce que dit François Omril, elle va être payée 60-40. Jamais oublier que c'est la dernière cotisation où ça sera du pouvoir d'achat en moins pour les salariés et effectivement des coûts supplémentaires pour les entreprises. Donc je pense que c'est pas la bonne solution. C'est pas tout en conservant le principe. Alors attendez, avant de passer aux solutions, pardonnez-moi. On peut pas faire tous les deux tranquilles. Oui, je vous embête. Non, mais c'est juste un point. Et après, on va arriver aux solutions. Non, juste sur la réforme des retraites 2023. Est-ce que, pour reprendre l'expression de Sophie Binet, la CGT, ça montre que c'est du pipeau. Est-ce qu'elle a servi à quelque chose, cette réforme 2023 des retraites qui a mis tout le monde dans la rue? François Omril, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, le décalage de l'âge légal, ça a un effet immédiat. Oui. C'est-à-dire que immédiatement, ça décale le résultat. Ça, c'est du court terme. Par contre, à moyen et à long terme, ça a un effet presque négatif. Parce que ça génère, dans les cohortes qui suivent, en fait, la mesure et son application, ça génère une augmentation des droits et donc des coûts supplémentaires. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que
les mesures paramétriques, ce sont des mesures qui ont un impact qui n'est pas linéaire. Il y a des impacts et c'est pas les mêmes courbes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objet. Il y a une montée en puissance, quand même. Mais voilà, en fait, toujours, on parle du trimestre de cotisation, on parle de l'âge légal, etc. Il se trouve que l'âge légal a créé une injustice qui est inadmissible, notamment vis-à-vis des mères de famille, notamment vis-à-vis des carrières longues, etc. C'est pour ça que, principalement, on était contre, entre autres. Et surtout, nous, ce qu'on objectait, c'est qu'il n'est pas normal de ne pas analyser l'ensemble des autres paramètres, y compris le taux d'emploi, principalement le taux d'emploi des seniors. Point sur lequel, c'est vrai, on a toujours eu un désaccord, mais et on n'a pas examiné non plus, d'ailleurs, au passage, l'évolution du taux de cotisation. Moi, j'entends bien ce que dit Geoffroy. Il dit le coût du travail, c'est un des éléments importants. Ah oui. Moi, ce que je dis depuis toujours, et on se connaît bien, c'est que certes, c'est important, mais c'est pas forcément l'élément le plus déterminant. Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde des économies dans lesquelles le salaire mensuel est à $50, bah, ce ne sont pas les premières économies du monde. Et donc, ce n'est pas ce qui fait la compétitivité. Ce qui fait la compétitivité d'une entreprise, c'est sa capacité à investir dans l'innovation, dans les produits nouveaux, dans le marketing. Vous connaissez mieux que moi il faut une volonté stratégique, je la connais, l'histoire. Il faut des bénéfices. Aujourd'hui, quand il y a des bénéfices, ils vont aux actionnaires, ils vont au rachat d'actions. Ils ne vont pas dans l'économie réelle. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je veux dire, cette réforme, elle a été très, très mal vendue. Parce qu'on a focalisé sur les 64 ans. Mais vous étiez à la tête du MEDEF, hein, vous, Oui, mais c'est pas moi qui la vendais. Pardon, c'est une réforme du gouvernement. Il était contre. Il a bien dû... Non, il est obligé de dire pas contre. J'ai dit que c'était pas la bonne réforme, mais qu'il fallait la faire. Non. Pourquoi? Le gouvernement lui a dit « rends l'argent ». Alors, il est obligé de dire qu'il n'était pas... Je ne vais pas faire les questions et les réponses. Non, elle était très mal vendue. On a focalisé sur 64 ans. Mais la réalité, c'est que personne ne part à 64 ans. En fait, les gens, ils partent ou avant ou après. Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est 62 ans et 8 mois, le départ effectif. Mais c'est une moyenne, comme tout le monde, elle ne veut rien dire. Vous avez des gens qui partent après, en général des cadres qui ont fait des études et qui ont commencé à travailler plus tard. Et vous avez un tiers à peu près qui part pour carrière longue, pénibilité ou invalidité. Et donc, on a donné aux Français cette idée qu'ils partaient avant à 62 ans et qu'après ils partiront à 64 ans. Ça n'est pas vrai. C'était pas vrai avant et ça l'est pas après. Alors après, on peut débattre des paramètres. Parce que les paramètres, on peut les jouer. Je laisse de côté les cotisations. On pourrait augmenter la durée de cotisation. Le problème qu'on a, et là je pense que François Morel sera d'accord, c'est qu'à un moment, si vous commencez à travailler à 24 ans et que vous mettez 43 ans de cotisation, je pense que tout le monde peut faire le calcul, c'est 66 ans. Si vous augmentez encore de 1 ou 2 ans la durée de cotisation, on arrive à des âges et on arrive à un système où les cadres... Enfin, ceux qui ont fait des études supérieures, donc a priori les cadres, vont partir à 70 ans et les ouvriers partiront à 62. Est-ce que c'est juste? C'est quand même un débat de société qu'il faut avoir. Oui. Mais à un moment ou à un autre, c'est cet équilibre-là. Et à la fin des fins, qu'est-ce qui compte? C'est le déficit. Voilà. Donc cette réforme, juste pour finir, a fait à peu près 10 milliards d'économies, si j'ai compris ce qu'a dit Moscovici, à peu près. Mais elle n'a pas comblé l'ensemble du déficit et surtout, elle ne le comble pas dans le futur. Non, allonger la durée de cotisation, c'est évidemment une très mauvaise idée. Aujourd'hui, quand même, on est arrivé presque à une limite. Il faut travatravailler sur 2 choses. Vous regardez les autres pays, on n'est pas arrivé à une limite. D'abord, premièrement, on est l'Allemagne, on n'est pas arrivé à une limite. Tous les cadres qui prennent la retraite aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont passé un diplôme d'ingénieur ou bac plus 5. Ce sont pour beaucoup, et peut-être même presque une majorité, je parle de la génération actuelle, des gens qui sont rentrés dans l'entreprise, qui ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, qui ont fait une carrière, qui ont évolué, parce que comme un certain aussi, François Omril. L'évolution de carrière, c'est pas un vain mot. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Faut pas, les catégories, c'est pas aussi segmenté que ça. Mais par ailleurs, c'est important quand même de travailler aussi sur l'insertion dans le travail. On a un problème. Toute une catégorie aujourd'hui de personnes qui sortent des études et qui mettent parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans, des fois plus, à rentrer dans un emploi stable. Ça, c'est une problématique qui a un impact sur les ressources et sur le financement des régimes. Oui, justement, il y a 2 points. Alors là, c'est presque plus pour Geoffroy Roux de Bézieux, chef d'entreprise, enfin l'ancien patron du MEDEF. Pourquoi le taux d'emploi des seniors est si faible en France, même si c'est un peu amélioré? Parce que c'est la clé. Pas un peu amélioré. Pourquoi est-ce que les entreprises ne veulent plus de gens de salariés après 50 ans, 55 ans, surtout quand il s'agit de femmes? 2 réponses très simples. Sans nier que, surtout dans les années 90-2000, les grandes entreprises ont organisé le départ anticipé de leurs cadres, quelquefois de manière massive. Mais quand c'est resté dans la mentalité. Quand vous regardez bien l'évolution, c'est complètement lié à l'âge de la retraite. C'est-à-dire que le taux d'emploi, il évolue de manière linéaire avec l'augmentation de l'âge légal de départ. Et d'ailleurs, depuis qu'on a annoncé 64 ans, il augmente.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez 64 ans, dans la tête des gens, à partir de 62, vous commencez à discuter avec votre employeur. L'employeur, effectivement, n'a pas forcément le bon comportement. Et moi, je ne suis pas là pour les défendre. Et l'employé se dit, 2 ans, et vous connaissez tous dans des grands groupes, des congés de pré-retraite, ce type de système qui n'est pas un bon système et qui est une spécificité française. Je suis d'accord. Ah bah, tout à fait. Parce que on a résolu la question des retraites. Hein. Non, mais de même que, et ça, François Morel ne sera pas d'accord, mais c'est pour nous une constatation très claire. La France se distingue par un taux de chômage élevé. Pourquoi? Parce qu'on indemnise trop longtemps les gens. La réalité, c'est qu'on est le pays de l'Occident ou de l'Europe qui indemnise trop longtemps et ça maintient des gens au chômage. Moi, je suis désolé de le dire, mais je vois autour de moi, y compris des jeunes, qui disent voilà, je quitte mon emploi, j'ai 6 mois de chômage, donc je ne vais pas me précipiter. C'est pas bien et ça contribue à la perte de recettes, à la perte de cotisation. Un petit mot rapide là-dessus pour réagir. Après, je voudrais qu'on va avancer. Je suis en total désaccord avec ce que vient de dire. J'avais prévu. Comme ça, c'est bien, ça alimente un peu le débat. Non, mais ça, c'est objectiver l'aléa moral, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui est au chômage indemnisé n'est pas actif à rechercher de l'emploi parce qu'il est indemnisé, il est très faible en France et il n'est pas plus élevé que dans les autres pays européens où l'indemnisation est moins bonne ou moins longue. Donc ça, c'est pas vrai. Mais bon, je pense que dans 10 ans, on en reparlera encore. L'employabilité des seniors. C'est le truc qui circule, partout. Sinon, vous êtes d'accord que le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des seniors est très mauvais, mais je vais vous dire, c'est très simple. C'est parce que, vu d'un certain point de vue, dans certaines entreprises, je suis assez d'accord, ça dépend beaucoup de la personnalité de l'entrepreneur, de la taille de l'entreprise, de sa culture, du secteur économique, etc. Mais après 55 ans, vous êtes considéré comme un boulet. Oui. Et puis c'est ça. Et donc après, les plans se succèdent. Et c'est vrai aussi qu'on a habitué dans notre société les gens à petit se sentir un peu extérieurs à l'organisation et attendre le moment où on va leur dire au revoir. Mais ça, c'est pas bon. Il faut briser cette habitude. Et pour ça, il faut justement, au lieu de considérer le travail comme un coût, il faut le considérer comme une valeur. Moi, ça me fait marrer. C'est que ce sont les mêmes qui vous en mettent plein la tête de la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail. Et au moment où on en parle de façon très concrète, ils ne s'intéressent qu'à son coût. Mais qu'on s'intéresse un peu à la valeur des gens dans l'entreprise, à ce qu'un salarié de 62 ans peut apporter à l'organisation dès l'instant qu'on le met dans une place avec un encadrement et un horaire de travail compatible avec ses désirs. Mais ça, c'est sûr qu'il y a un problème avec la valeur travail et puis le rapport à l'entreprise. Mais ça, c'est un autre débat, vous reviendrez. Maintenant, est-ce qu'il y a un compromis possible? Ça y est, c'est sur la table, plus ou moins. On sait, je me tourne vers vous parce que vous participez à ce conclave, parce que ça commence jeudi prochain. Est-ce que là, vous esquissez une piste de travail? Il y aura 3 mois. Écoutez, il y aura 3 mois, une réunion tous les jeudis, je crois, animée par M. Maret, qui a quand même une grande expérience, qui est beaucoup respecté, qui préparera les textes. Moi, je suis très optimiste. Il faut l'être. Et on cherche quoi? On cherche 10 milliards d'euros sur une surface de plus de 300 milliards, puisque pour le coup, je mets de côté la partie du public, sur une surface de 320 milliards. Je ne vais pas vous dire que c'est l'épaisseur du trait, mais c'est quand même pas l'Himalaya non plus. Et que quand on regarde, pour le coup, les différentes modélisations qu'on peut faire, et y compris parce que moi, je pense qu'il ne faut pas exclure la question de la productivité, parce que pour le coup, c'est un indicateur politique, et ça dépend de la politique publique de l'État, d'investir aux bons endroits pour que justement les emplois de qualité se développent. Au lieu de financer la déqualification, il faut financer la qualification, la remise en compétences, la remise en compétitivité. Moi, je ne suis pas contre tout ça, mais il faut que c'est un impact positif sur la productivité. Or, tout ce qu'on a fait dans le cadre de la politique de l'offre, finalement, ça a eu l'effet inverse. Et ça, c'est un problème, il faudra aussi l'examiner. Alors, je vais continuer un instant avec vous, François Morel, comme ça il pourra faire une réponse complète, Geoffroy Roux de Bézieux. Là, vous êtes prêt à discuter sur quoi? Est-ce que vous voulez forcément qu'il y ait l'annulation de la réforme de 2023? Est-ce que vous voulez forcément qu'on revienne sur les 64 ans? Ce soir, qu'est-ce que vous proposez? Enfin, vous êtes prêt à discuter de quoi? Et on parlera de la retraite par capitalisation ensuite. Ok, pas de problème. On nous dit, voilà, revenir à 63, revenir à 62, ça coûte tant. Déjà, on va un petit peu discuter de ça parce que ce sont des projections. Moi, j'y reviens. Les critères qui vont être particulièrement déterminants, c'est le taux d'emploi, en particulier le taux d'emploi des seniors et le taux d'emploi des jeunes. Là-dessus, il faut en parler, il faut se fixer des objectifs et des moyens contraignants pour les atteindre. Il y a la question des inégalités professionnelles, on le sait. Aujourd'hui, il y a une inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Si déjà on intervient sur ce sujet-là, eh bien, on va avoir un impact positif sur le financement des retraites. Et enfin, il y a le partage de la valeur. Le partage
partage de la valeur, c'est décisif aussi, dès l'instant que c'est le travail qui finance par ses cotisations les ressources de la retraite. Eh bien, si on a un meilleur partage de la valeur, si au passage, par exemple, on n'a pas toutes ces primes qui sont totalement défiscalisées, désocialisées, etc., on va avoir un impact aussi positif. Mais vous êtes prêt à toucher, à parler des 64 ans ou pas ? Oui, bien sûr, on en parle. Sinon, on n'irait pas. Oui. Je veux dire, le sujet, il est comme les autres, il est sur la table, et puis on verra bien le résultat. Nous, on y va avec l'intention de trouver un certain nombre d'équilibres, de faire des propositions, parce que des propositions, il y en a. Comment est-ce que vous voyez du point de vue du patronat ? Non, j'ai pas le point de vue du patronat. Je suis pas en négociation et je laisserai. Non, bien sûr, mais c'est pour ça du patronat, parce que vous êtes chez l'entreprise. Mener la négociation. J'ai fait attention à ne pas dire le MEDEF. Non, mais je fais deux commentaires. Le premier, c'est que. Je ne veux pas dire que les partenaires sociaux sont condamnés à réussir, mais on s'est suffisamment plaint, parfois de manière très vocale et parfois en commun avec les syndicats de salariés, d'avoir été bypassés par le gouvernement pour ne pas saisir cette occasion-là. François Omril doit se rappeler que j'avais réuni les partenaires sociaux, les gens ont fait notre agenda social sans demander au président, au gouvernement, sinon on n'y arrivera jamais. Je ne me souviens plus quelle année, mais François Omril s'en souvient. Bon. Donc, il y a un peu une occasion unique. Et donc, ça doit pousser au compromis, ça doit pousser à sortir un peu des postures. Bon, évidemment, très facile à dire, je ne suis pas autour de la table. Parce que 63 ans, si on passe à 63 ans, c'est moins 5,3 milliards en 2035. Il faut les trouver ailleurs. Et il faut donc les trouver ailleurs. Et si on passe à 65 ans, c'est plus 8,4 milliards toujours en 2035. On voit bien que ça fait... Si vous me permettez, cher Edwige, la deuxième remarque. J'entends tout à fait ce que dit François Omril sur la productivité, sur les salaires, etc. Mais c'est pas dans ce conclave, puisque l'expression est consacrée maintenant, que on peut décréter la productivité. Non, je suis d'accord. Elle s'améliore c'est vrai. J'allais dire, on peut partager les objectifs, mais il faut pas, mais je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire, dire on fait un PowerPoint, on dit on met 3% de productivité et tout va bien, parce que c'est pas réaliste, même si on peut partager l'objectif. Puis dernière remarque sur la capitalisation, parce que c'est devenu alors on va y arriver. Le buzz, mais... Alors allez-y. Mais je veux dire, moi ce qui me frappe, c'est que la capitalisation, ça existe. Elle est volontaire. Il y a 11 millions de Français qui ont ouvert un PER. C'est ça la capitalisation, c'est pas autre chose. Bon, alors, est-ce qu'on peut en faire plus ? C'est le plan épargne retraite. Plan épargne retraite. Donc, 11 millions de Français sur 23 millions de salariés du privé, je crois, c'est ça. Il y a déjà 50% des Français qui se sont dit... 122 milliards d'euros. La répartition, ça a l'air compliqué, il y a plein de déficits, je ne toucherai pas, moi qui ai 40 ans, 45 ans, ce qu'on m'a promis, et donc je fais ma propre épargne. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire ? Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas mentir aux Français. C'est-à-dire que dans un système par répartition, on ne passe pas de répartition à capitalisation comme ça. Non, on met une petite dose et puis année après année, on augmente. Est-ce que je peux poser une question juste oui, et puis après, moi, je vous pose une question si vous voulez bien, François. Les gens ça se passe très bien quand on pose des questions tous les deux. Les gens qui ont ouvert un PER et qui sortent aujourd'hui, ils le sortent en rente ou ils le sortent en capital ? Obligatoirement en rente. Non. La plupart, ils le sortent en capital. Parce que quand ils voient la rente qu'on leur sert avec le PER qu'ils ont fait, ou par ailleurs, il y a des abondements. Mais tous ces sujets-là sont des sujets ouverts. Mais aujourd'hui, la question centrale, c'est quel est le rendement, quelle est la sécurité, quelle est la gouvernance ? C'est les 3 points. C'est pour ça qu'il faut y aller. La CAFI, pourquoi pas ? Mais si le rendement est pas bon, si la sécurité n'est pas bonne, par exemple, les fonds de pension qu'on fait faillite à l'occasion de la crise de 2007, moi je dis c'est un problème. Et si la gouvernance n'est pas sous contrôle, je suis d'accord, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes... Attendez, pardon, il faut commencer par le début. François Omril, est-ce que vous acceptez de parler de retraite par capitalisation ? Après, on mettra tous les garde-fous. Est-ce que vous acceptez d'en parler ? La réponse, c'est oui, mais. D'accord, mais déjà le oui est important quand même. Et je vous dis le mais. Le mais, c'est moi, j'accepte pas de parler avec des gens qui vont rentrer dans le débat en disant la répartition, c'est foutu. Il faut venir... mais non, mais personne ne le dit. C'est parce que Geoffroy ne l'a pas dit. Non, mais personne ne le dit. On se connaît. Attendez, mais qui l'a dit ? On le dit, il y a des arguments, les jeunes n'y croient plus, etc. Mais tout ça, c'est du bidon, parce que moi aussi, j'ai eu 25 ans, et à 25 ans, oui, mais pas dans les mêmes conditions démographiques. Pas dans les mêmes conditions démographiques. Oh, vous savez, le baby-boom, il commençait à arriver quand même. Les conditions démographiques, elles sont là. Et puis là, pour le coup, ce qui se passe actuellement en termes de décrue démographique va poser des problèmes. Ça complique le problème énormément, bien sûr. Donc, et là, pour le coup, la démographie, c'est pas des indicateurs sur lesquels on peut spéculer. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Les naissances, quand elles ont eu lieu, elles sont là. Bon, donc ça, c'est une problématique, on va dire, de premier ordre, qui d'ailleurs est assez peu abordée, en fait, pour le coup, dans les différentes productions. Regardez. Mais je termine sur la CAFI, juste pour vous dire.
La CAPI, mais oui, bien entendu, pourquoi pas, parce que ça existe. Il y a des PER, mais il y a la Préfond. La Préfond, c'est un très bon exemple. Il y a même les frappes. Donc, il y a mais la Préfond, c'est un très bon exemple. Et c'est géré. C'est la grosse différence. C'est obligatoire. Exactement. Et c'est géré par les partenaires sociaux avec des critères RSE. Exactement. C'est tout à fait transparent. Regardez l'assurance vie aussi. L'assurance vie, c'est une forme de capitalisation. Mais l'assurance les Français, ils adorent l'assurance vie. Oui, alors ils adorent l'assurance vie probablement aussi parce que c'est bien vendu et puis c'est bien défiscalisé. Voilà, il faut de la pédagogie. Mais les Français n'ont pas de réticence à épargner. Je vais faire la réponse à la place de François Omril. Ce qu'il est prêt à prendre, je vais voir si j'ai compris, c'est un régime de capitalisation supplémentaire en quelque sorte par rapport à la répartition et géré collectivement par les partenaires sociaux. Ah bah évidemment, bien sûr. Voilà. Oui, mais ça, j'écoute bien ce qu'il dit. Oui, mais quand on voit la gestion de l'Agirc Arrco, je dirais qu'il finalement a été bonne, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Attendez, cher Edwige. Non, mais maintenant, c'est formidable. Nous étions aux manettes, on a fait des efforts. N'oubliez jamais que la première des cotes. Mais exactement. La première des cotes. Et donc, excusez-moi, vous êtes très vieux, mais pas depuis Mathusalem, quand même. Non. Et non seulement elle a été faite dans des conditions où on prévoyait une augmentation de l'espérance de vie de 3 mois par an. En 2014, c'est l'accord de janvier 2015, je crois. On a constaté 10 ans plus tard qu'en fait, l'espérance de vie n'avait pas progressé pendant 10 ans. On en a tiré toutes les conclusions. On a mis un terme à l'application de l'accord. Donc moi, ça me va très bien. Vous savez, nous, à la CFE-CGC, on sait prendre nos responsabilités. On sait parfois signer des accords qui sont difficiles à vendre aux gens qu'on représente. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie au quotidien d'un membre de l'encadrement qui prend des responsabilités et qui doit prendre des décisions pas toujours faciles. Vous qui connaissez, qui avez négocié, vous êtes quand même compétente dedans. Vous pensez qu'il y a une... est-ce qu'on va trouver une autre réforme des retraites ou pas? Est-ce que vous êtes optimiste? Et à ce moment-là, là, c'est un point qu'a soulevé un politique, je trouve important. Si effectivement il y a un peu de capitalisation qui arrive, etc., est-ce qu'il faudra repasser devant le Parlement cette fois-ci? Il faudrait vraiment, parce que c'est une décision politique importante pour la France. Geoffroy Roux de Bézieux. Je vais vous dire, tout à l'heure j'ai dit, c'est une chance énorme pour les partenaires sociaux. Il y a un petit bémol, c'est que le Premier ministre a dit, ça repassera quoi qu'il arrive devant le Parlement. Oui. Et là, on retombe et qu'il faut un équilibre financier. Voilà, c'est le fait de... Oui, mais je pense que c'est une erreur d'avoir dit ça. Parce que, et on a vécu des négociations. Quand vous avez l'impression qu'il y aura une troisième mi-temps, une négociation, c'est difficile. Chacun a sa pensée, chacun a ses adhérents, etc. Donc il faut, à un moment, il faut emmener ses troupes. François Omril l'a dit à l'envers. C'est quelquefois, il faut revenir devant ses troupes et expliquer qu'on n'a pas obtenu tout. Toujours facile. Si vous savez, c'est pas toujours facile, mais enfin, c'est aussi le rôle d'un leader syndical. Mais si vous savez qu'il y a une troisième mi-temps au Parlement, chacun a la tentation, et on a tous eu cette tentation, et on a pu le faire les uns et les autres. Je me souviens d'une grosse engueulade avec Laurent Berger à l'époque, mais on s'était expliqué, où on a envie d'aller renégocier en se disant, ce que j'ai pas eu à la première mi-temps, je l'aurai au match retour. Il est vrai que ces 15 dernières années, le patronat a perdu l'habitude de devoir retourner vers ses troupes et de leur dire, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Et donc peut-être que là, pour le coup, en tout cas, c'est ce que je souhaite, on va revenir sur un meilleur équilibre en termes de concessions réciproques. Dès l'instant que le gouvernement n'est pas là pour truquer la partie et mettre le ballon devant nos buts, moi je pense, en tout cas c'est l'espérance que je mets dans cette concertation-là, on va peut-être trouver entre gens responsables les moyens d'avoir une meilleure sécurisation à moyen terme, des équilibres financiers des régimes par répartition. Voilà, nous on est engagés là-dedans et quitte à on n'a avoir pas un peur. Mixte de capitalisation. En l'occurrence, honnêtement, non. Vous avez dit oui tout à l'heure. Non, mais la CAPI va pas régler le problème. Il faut travailler sur la répartition. J'ai dit un mixte. Et après, si elle a un autre avantage par rapport à l'avantage qui est proposé sur la capitalisation, il peut, dès l'instant que c'est géré avec des critères RSE et que c'est investi dans le développement de l'économie française, notamment dans l'industrie, ça peut créer les moyens aussi d'avoir un impact positif, une boucle finalement qui a un impact in fine sur la productivité. Donc là, confiant, pas confiant? Oui, non. Écoutez, aujourd'hui très confiant, on en reparle à Pâques peut-être, on verra. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, écoutez, encore une fois, quand les partenaires sociaux sont en responsabilité, dans les dernières années, ils ont montré qu'ils savaient gérer. Et puis il y a l'exemple d'Agirc Arrco. Au passage, quand même, dans le rapport Monsieur Moscovici, il y a une petite phrase sibylline qui note que Agirc Arrco est en excédent et que c'est un sujet intéressant à creuser.
je redis, mais je pense que là aussi François Omril sera d'accord, qu'il n'y a aucune espèce de scénario possible pour moi où on viendrait ponctionner les excédents d'Agirc Pour l'instant, ils en reparlent pas trop. Sur ce sujet, on a cause commune. Oui, on a cause commune. Et ben voilà, il fallait au moins un débat ici. Merci messieurs d'avoir été avec nous. François Omril de la CFE-CGC, Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF. Merci. Tout de suite, vous retrouvez Thomas Asportas. La grande interview sur BFM Business.